On m'a dit sans cesse que je n'étais la bienvenue à aucun événement familial. Alors, quand je me suis marié, je ne les ai pas invités. Et elles ont perdu les pédales, exigeant de arranger les choses. Mais j'ai passé un seul appel qui a tout mis fin. On m'a répété sans cesse que je n'étais la bienvenue à aucun événement familial. Alors, quand je me suis marié, je ne les ai pas invités, et ils sont devenus fous, exigeant que l'on règle les choses. Mais, j'ai passé un seul appel qui a tout terminé. En grandissant comme la plus jeune de 4 enfants, j'ai toujours pensé que la famille était censée te soutenir. Il s'avère que la mienne avait une définition différente de la famille que moi. Je m'appelle Fleur, et voici l'histoire de comment je suis passé d'être le bouc émissaire de la famille à la méchante qui a détruit leur petit monde de fantaisie parfait. Alerte spoiler, je ne regrette rien. Tout a commencé quand j'avais environ 18 ans. Mon frère aîné, Aurélien, épousait une femme nommée Éléonore, que ma mère adorait absolument. Le mariage était une production énorme, tenue dans un club de campagne avec une liste d'invités qui coûtait probablement plus cher qu'un semestre d'université. Tout le monde dans notre famille était impliqué d'une manière ou d'une autre. Aurélien était l'enfant d'or. Donc, naturellement, c'était l'événement du siècle, selon ma mère. Ma sœur Sophie était demoiselle d'honneur. Mon autre frère, Théo, était garçon d'honneur. Mes parents organisaient le dîner des répétitions et faisaient un toast élaboré qu'ils répétaient depuis des semaines. Pendant ce temps, on m'a dit que je pouvais assister à la cérémonie, mais pas à la réception parce que l'espace était limité et la famille d'Éléonore était assez nombreuse. J'avais 18 ans. Je venais d'obtenir mon baccalauréat et j'étais sur le point de commencer l'université. Je ne comprenais pas bien ce que cela signifiait à l'époque, mais je me souviens avoir pleuré dans ma chambre pendant que ma mère me disait d'arrêter d'être dramatique. Elle disait, certaines personnes n'arrivent tout simplement pas à passer le cap, et j'avais besoin d'apprendre que la vie n'est pas juste. Mon père n'a rien dit. Il ne le faisait jamais lorsqu'il y avait des désaccords avec maman. La cérémonie a eu lieu et s'est terminée. J'étais assise sur un banc avec ma grand-mère, qui a passé tout le temps à chuchoter à quel point Éléonore était belle et à quel point Aurélien s'était vraiment trouvé un trésor. Après la cérémonie, ma grand-mère m'a ramené à la maison pendant que tout le monde allait célébrer. J'ai passé la soirée à regarder la télévision seule dans notre salon, mangeant des restes de pizza. Ce n'était que le début. Quand j'ai eu 20 ans, mes parents ont organisé une énorme fête de remise de diplôme pour Sophie. Elle avait terminé l'université avec mention, et ils avaient réservé la salle arrière d'un restaurant italien chic au centre-ville. La liste des invités comprenait des cousins éloignés que je n'avais rencontrés que 2 fois, des amis de la famille du groupe de prière de mes parents, et à peu près toutes les personnes que mes parents avaient jamais connues. J'ai aidé à installer les décorations la veille, transportant des boîtes et accrochant des banderoles pendant des heures. Le jour de la fête, ma mère m'a prise à part. Elle a expliqué qu'il y avait eu un malentendu avec le restaurant concernant le nombre de personnes et qu'ils étaient au-delà de leur capacité. Quelqu'un devait rester à la maison. Et comme je commençais tout juste l'université et que les amis de Sophie de son programme d'études supérieures venaient, il était logique que je me passe de cette soirée. Elle m'a tendu 40 € et m'a dit de commander de la nourriture chinoise et de passer une bonne soirée tranquille. J'étais dévasté. Ma tante Carole a en fait confronté ma mère à ce sujet quand elle l'a découvert, lui demandant pourquoi je n'étais pas là. Ma mère lui a apparemment dit que j'avais un projet scolaire à rendre et que je ne pouvais pas venir. Le mensonge était si désinvolte, si facile. La même année, Théo s'est fiancé à sa petite amie, Amandine. La fête de fiançailles a eu lieu chez les parents d'Amandine, qui avaient un magnifique jardin avec des guirlandes lumineuses et une piscine. Je n'étais pas invité non plus. Cette fois, ma mère n'a même pas pris la peine de donner une excuse. Elle a juste dit que c'était un rassemblement intime pour les amis proches et la famille seulement. J'ai fait remarquer que j'étais de la famille. Elle m'a lancé ce regard, celui qui pouvait geler l'eau, et a dit, « Tu sais ce que je veux dire, Fleur ?» En fait, non, mais je commençais à le comprendre. Quand j'ai eu la vingtaine, le schéma était indéniable. Des dîners de Thanksgiving où j'arrivais et découvrais qu'ils avaient déjà mangé des heures plus tôt parce qu'ils pensaient que je ne viendrais pas. Des matinées de Noël où tout le monde ouvrait les cadeaux ensemble, mais les miens étaient laissés dans une pile séparée pour que je les ouvre seul plus tard. Des fêtes d'anniversaire pour les nièces et neveux où ma mère m'appelait la veille et suggérait peut-être que je ne devrais pas venir parce que je pourrais me sentir mal à l'aise puisque je ne connaissais pas encore très bien la famille d'Amandine. Les excuses étaient interminables et créatives. Trop de monde,
pas assez de place, mauvais moment, dynamique gênante, contrainte budgétaire. Chaque rassemblement familial avait une raison pour laquelle je ne pouvais spécifiquement pas y assister. Ma thérapeute, Dr Sharon Martel, m'a plus tard dit que cela s'appelait le bouc émissaire. Un membre de la famille est désigné comme l'outsider, le problème, celui qui ne correspond pas tout à fait. Cela devient une prophétie autoréalisatrice parce que l'exclusion elle-même crée de la distance et du ressentiment qui sont ensuite utilisés comme justification pour une exclusion plus poussée. Mais à l'époque, je pensais juste que quelque chose n'allait pas chez moi. J'ai tout essayé pour arranger les choses. J'ai perdu du poids, pensant peut-être qu'ils étaient gênés par mon apparence. J'ai changé de majeur, passant des arts aux affaires, espérant qu'ils me prendraient plus au sérieux. Je me suis porté volontaire pour aider à chaque événement, pensant que si j'étais assez utile, ils voudraient m'avoir autour d'eux. Rien n'a fonctionné. Le point de rupture est survenu lors de la fête du 10e anniversaire d'Aurélien et Éléonore. C'était une cérémonie de renouvellement de vœux élaborée suivie d'une réception dans le même club de campagne où ils s'étaient mariés. J'avais conduit 3 heures depuis l'endroit où je vivais à l'époque, apporté un cadeau coûteux et j'étais arrivé dans ma plus belle robe. Ma mère m'a accueilli à la porte. Elle semblait horrifiée. « Fleur, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je lui ai montré le message que Sophie m'avait envoyé 2 semaines plus tôt avec tous les détails. Le visage de ma mère a traversé environ 5 émotions différentes avant de se fixer sur l'agacement. Sophie n'était pas censée t'en parler. C'est un événement familial privé. Quelque chose s'est brisé en moi. Je suis de la famille. Tu sais, ces événements deviennent compliqués quand tu es là. Les gens doivent faire attention à ce qu'ils disent et cela crée juste de la tension. Aurélien a spécifiquement dit qu'il voulait que ce soit sans drame. J'avais conduit 3 heures. J'avais acheté un cadeau. Je portais des talons qui me tuaient les pieds. Et on me repoussait à la porte comme un démarcheur indésirable. J'ai laissé le cadeau sur une table dans l'entrée et je suis retourné à ma voiture. Je n'ai pas pleuré. J'avais fini de pleurer pour ces gens. C'était il y a 3 ans. J'avais 31 ans. Peu de temps après ce désastre, j'ai rencontré Rémi par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un dîner. Il était ingénieur en logiciel avec des yeux gentils et ce sens de l'humour un peu ringard qui me faisait rire jusqu'à ce que mon estomac me fasse mal. Notre premier rendez-vous s'est transformé en une conversation de 6 heures autour d'un café qui était depuis longtemps refroidi. Au bout de 3 mois, je savais qu'il était différent. Au bout de 6 mois, je l'avais présenté à mes amis, mais j'avais gardé ma famille à distance. Au bout d'1 an, il m'a demandé en mariage sur un sentier de randonnée au coucher du soleil, et j'ai dit oui sans hésitation. Nous avons commencé à planifier le mariage immédiatement. Petite cérémonie, peut-être 70 personnes dans un bel endroit dans les montagnes à environ 2 heures de la ville. La famille de Rémi a été impliquée dès le premier jour. Sa mère m'a aidé à choisir les fleurs. Sa sœur était ma demoiselle d'honneur. Son père plaisantait sur le fait d'avoir enfin une fille. La question de ma propre famille s'est posée lors d'une de nos séances de planification. La mère de Rémi, Linda, a demandé si mes parents avaient des restrictions alimentaires pour le menu traiteur. Ils ne viennent pas, ai-je dit simplement. La pièce est devenue silencieuse. Rémi m'a serré la main sous la table. Il connaissait des bribes de mon histoire, mais je n'avais jamais tout exposé. Linda avait l'air sincèrement confuse. Il s'est passé quelque chose ? Ils ont très clairement indiqué au fil des ans que je n'étais pas la bienvenue aux événements familiaux. Je leur rends juste l'appareil. Le père de Rémi, Thomas, a posé son stylo. Je suis désolé. Pourriez-vous répéter ? Alors, je leur ai tout raconté. Chaque anniversaire où j'ai été exclu, chaque fête manquée, chaque fois où on m'a repoussé ou non invité ou demandé de partir plus tôt. Rémi avait entendu une partie de l'histoire, mais entendre le calendrier complet exposé chronologiquement semblait l'affecter profondément. Sa mâchoire se serrait. Linda a carrément pleuré. Ces gens ne méritent pas votre présence à leurs événements, encore moins à vous. Nous avons finalisé la liste des invités sans aucun membre de ma famille biologique dessus. Mes parents, mes frères et sœurs, leurs conjoints, leurs enfants, aucun d'entre eux n'a reçu d'invitation. Cela semblait terrifiant et libérateur en même temps. Les invitations ont été envoyées 6 semaines avant le mariage. C'étaient de belles cartes de couleur crème avec une calligraphie vert forêt.
La famille de Rémi représentait environ 50 des 70 invités. Le reste était composé de mes amis de l'université, de mes collègues et de quelques personnes du club de lecture que j'avais rejoint l'année précédente. Pendant 3 semaines, je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille. Je m'attendais à des appels téléphoniques en colère ou à des textos culpabilisants, mais il n'y avait que le silence. J'ai presque réussi à me convaincre qu'ils ne s'en souciaient pas. Puis Sophie m'a appelé un mardi soir alors que je préparais le dîner. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Fleur, nous devons parler de cette histoire de mariage. J'ai remué la sauce à pâte et j'ai attendu. Maman vient tout juste d'apprendre que tu te maries, et aucun de nous n'est invité. Elle est absolument bouleversée. Comment l'a-t-elle appris? Amandine a vu quelque chose sur Facebook posté par l'un de tes amis. La publication mentionnait ton mariage à venir, et quand Amandine a demandé à maman à ce sujet, elle n'avait aucune idée de quoi elle parlait. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Alors, si je comprends bien, après des années à m'exclure de chaque événement familial, maman est contrariée de ne pas être invitée au mien. C'est différent. Fleur, nous sommes ta famille. Mais le sommes-nous? Parce que la famille est généralement présente les uns pour les autres. La famille inclut tout le monde. La famille ne repousse pas les gens à la porte. Sophie a soupiré dramatiquement. Tu es incroyablement égoïste. Maman est dévastée. Aurélien est furieux. Théo pense que tu es vindicative. Tant mieux. Quoi? J'ai dit tant mieux. Je suis contente qu'ils soient contrariés. Peut-être qu'ils auront alors une idée de ce que j'ai ressenti pendant les 16 dernières années. Nous essayons de régler les choses ici et tu nous jettes ça à la figure. Personne n'essaie de régler quoi que ce soit, Sophie. Tu essaies juste de contrôler le récit, pour que vous puissiez tous assister à une fête. Il y a une différence. Elle m'a raccroché au nez. Rémi, qui écoutait depuis l'embrasure de la porte, est venu et m'a entouré de ses bras. Ça va? Oui, en fait, je vais très bien. Les appels ont commencé à devenir quotidiens après ça. Aurélien m'a appelé pour me dire que j'étais immature et que la famille pardonne à la famille. Je lui ai rappelé son anniversaire et j'ai raccroché. Théo a envoyé un long texto sur le fait que nos parents vieillissaient et que je regretterais de créer cette division. Je n'ai pas répondu. Ma mère a laissé un message vocal en pleurant sur le fait qu'elle avait toujours fait de son mieux et qu'elle ne comprenait pas d'où venait cette hostilité. Ce message vocal m'a presque brisé. Presque. 2 semaines avant le mariage, mon père a appelé. C'était important parce que mon père ne m'appelait jamais. Il me parlait à peine, même quand nous étions dans la même pièce. Fleur, ta mère veut parler de venir au mariage. La réponse est non. Elle est prête à s'excuser pour tout chagrin causé. Chagrin? Papa, elle m'a repoussé à la porte de la fête d'anniversaire d'Aurélien. Ce n'était pas un chagrin. C'était un rejet actif. Elle dit que c'était un malentendu. Un malentendu qui se produit constamment depuis 16 ans. Il est resté silencieux un instant. Que attends-tu de nous, Fleur? La question m'a prise au dépourvu. Je ne veux rien de vous, plus maintenant. Je voulais être incluse. Je voulais faire partie de la famille, mais j'ai accepté que cela n'arriverait jamais. Alors, tu vas tous nous couper les ponts? Je fais exactement ce que vous avez tous fait avec moi. Je suis juste plus honnête à ce sujet. Il a raccroché sans dire au revoir. La semaine du mariage, les choses se sont intensifiées. Ma mère s'est présentée à mon appartement sans prévenir un mercredi après-midi. Je travaillais de chez moi et j'ai ouvert la porte en survêtement et avec un t-shirt taché de café. Fleur, nous devons régler ça. Il n'y a rien à régler, maman. Je suis ta mère. J'ai le droit d'être à ton mariage. L'audace de cette déclaration m'a presque fait rire. Tu as passé des années à me dire que je ne méritais pas d'être aux événements familiaux. Pourquoi est-ce différent maintenant? Parce que c'est ton mariage. C'est important. Et le mariage d'Aurélien n'était pas important. La fête de Sophie n'était pas importante. Chaque Noël et Thanksgiving que j'ai manqué n'était pas important. Elle avait l'air sincèrement déconcertée, comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'étais si difficile. C'était des situations compliquées. Non, maman. C'était des choix.
Tu as choisi de m'exclure à plusieurs reprises, délibérément, et maintenant je fais le même choix. Ton père et moi allons te donner 10 000 € pour le mariage si tu nous ajoutes à la liste des invités. J'ai vraiment dû m'asseoir après ça. Tu essaies d'acheter ta place à mon mariage. Nous essayons de te soutenir. Où était ce soutien quand je pleurais dans ma chambre à 12 ans parce que je n'étais pas autorisé à la réception d'Aurélien? Où était-il quand je mangeais de la nourriture chinoise seul pendant que tout le monde célébrait Sophie? Où était-il chaque fois qu'on me disait que je n'étais pas la bienvenue? Le visage de ma mère s'est durci. Tu as toujours été si sensible. Tout était un drame avec toi. Sors de mon appartement. Fleur, sors ou j'appelle la police. Elle est partie et j'ai verrouillé la porte derrière elle, les mains tremblantes. Rémi est rentré 1 heure plus tard pour me trouver en train de nettoyer la cuisine avec rage. Il a commandé des pizzas, a mis mon film préféré et ne m'a pas fait parler de ça tant que je n'étais pas prête. Le vendredi avant le mariage, Aurélien s'est présenté à mon lieu de travail. Je travaillais dans un cabinet de marketing au centre-ville, et il avait réussi à passer la réception en charméant les gens. Ma collègue, Stéphanie, est venue à mon box, l'air désolé. Il y a un homme ici qui dit être ton frère. Je ferme mon ordinateur portable, je dis à la sécurité de le faire escorter dehors. Fleur, il semble assez contrarié. Je m'en fiche. Je ne veux pas lui parler. Aurélien est apparu derrière Stéphanie, l'air affolé. 5 minutes? Donne-moi juste 5 minutes. Mon patron, Richard, était sorti de son bureau à cause de l'agitation. Il y a un problème ici? Pas de problème, ai-je dit calmement. Cette personne s'en va. Aurélien a ignoré tout le monde et s'est concentré sur moi. Maman est à l'hôpital. Mon estomac s'est affaissé. Quoi? Elle a fait une crise de panique si grave qu'ils l'ont admise pour observation. Le stress de tout cela l'a détruit. Fleur. Richard m'a regardé avec inquiétude. As-tu besoin de prendre le reste de la journée? J'ai regardé Aurélien. Vraiment? Je l'ai regardé. Il jouait la carte de la culpabilité, utilisant la santé de notre mère comme une arme. C'était manipulateur et transparent, et j'étais si fatigué de tomber dans le panneau. Est-ce qu'elle est en train de mourir? Aurélien a semblé choqué. Quoi? Non, elle est. Est-ce qu'elle est en danger immédiat? Le médecin a dit qu'elle était stable, mais qu'elle irait bien ensuite. Richard, je n'ai pas besoin de congé. Aurélien, tu dois partir avant que je fasse appel à la sécurité pour te faire escorter. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas laisser notre mère souffrir à cause d'une vieille rancune? Je vais protéger ma paix parce que ta famille a passé des années à me faire sentir sans valeur. Il y a une différence. La sécurité a fini par escorter Aurélien dehors. Il a crié quelque chose sur moi étant sans cœur pendant qu'il le conduisait à l'ascenseur. La moitié de mon bureau avait été témoin de toute la scène. Je me suis rassise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai repris le travail. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. Stéphanie m'a apporté un café 1 heure plus tard. Ça va? J'y arrive. Le mariage était samedi. La matinée a commencé par des mimosas et des rires à l'hôtel où mes demoiselles d'honneur et moi nous préparions. La sœur de Rémi, Émilie, m'a maquillée pendant que ma meilleure amie Morgane de l'université bouclait mes cheveux. La robe allait parfaitement. Une simple robe trapèze avec des manches en dentelle qui me faisait sentir belle. Mon téléphone a sonné vers midi. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Fleur, c'était Léonore, la femme d'Aurélien. Je n'avais pas eu de nouvelles directes d'elle depuis des années. Qu'est-ce que tu veux, Éléonore? J'appelle pour te supplier de reconsidérer. Ta famille est en train de se désintégrer à cause de ça. Ma famille s'est désintégrée il y a longtemps. Ils ne le remarquent que maintenant parce que ce sont eux qui sont exclus pour une fois. Aurélien est bouleversé. Ta mère prend des médicaments pour l'anxiété. Théo et Amandine parlent de ne pas venir à Noël cette année parce que toute la dynamique familiale est détruite. Cela ressemble à beaucoup de problèmes qui n'ont rien à voir avec moi. Comment peux-tu être si froide? Des années de pratique. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Émilie m'a serré l'épaule. Tu gères.
Le lieu était parfait. Des guirlandes lumineuses pendaient entre les arbres. Des fleurs décoraient chaque surface. Et la vue sur la montagne derrière l'hôtel était à couper le souffle. 70 personnes qui m'aimaient vraiment remplissaient les sièges. Les parents de Rémi étaient assis au premier rang, l'air fiers. Mes amis du club de lecture essuyaient leurs yeux avant même le début de la cérémonie. J'ai marché jusqu'à l'hôtel seul. Pas de père pour me donner car donner quelqu'un implique la possession et je n'avais jamais appartenu à ma famille de toute façon. Rémi pleurait avant que je n'aie fait la moitié du chemin. Ses vœux mentionnaient construire une nouvelle définition de la famille ensemble, une basée sur le choix plutôt que sur l'obligation. Les miens parlaient de trouver un foyer et des personnes qui étaient présentes. La réception était parfaite. Le dîner était délicieux. Les discours étaient sincères. Et la danse a duré jusqu'à ce que le personnel du lieu nous demande poliment de partir. La grand-mère de Rémi, qui avait 83 ans et était hilarante, s'est enivrée de champagne et a raconté des histoires inappropriées sur Rémi enfant. Le discours de Morgane mentionnait comment elle m'avait vu passer d'une étudiante triste à quelqu'un qui connaissait sa valeur. À aucun moment je n'ai souhaité que ma famille biologique soit là. À aucun moment je n'ai senti qu'il manquait quelque chose. Les ennuis ont commencé pendant notre lune de miel. Rémi et moi étions allés au Costa Rica pendant 2 semaines, forêt tropicale, plage, et absolument aucun contact avec le monde extérieur. Nous avons tous deux éteint nos téléphones et les avons laissés dans le coffre-fort de l'hôtel. Quand nous sommes revenus et que j'ai finalement allumé mon téléphone, 389 messages m'attendaient. Les premiers étaient de Sophie, de plus en plus en colère, puis Théo, puis Aurélien, puis des numéros que je ne reconnaissais pas. Des messages vocaux de ma mère qui commençaient par supplier et finissaient par menacer. Des SMS de membres de la famille élargie à qui je n'avais pas parlé depuis des années, tous disant des variations de comment as-tu pu. Le message le plus récent provenait de ma tante Carole, la sœur de ma mère. Appelle-moi immédiatement. C'est allé trop loin. J'ai appelé Carole pendant que Rémi déballait. Elle a répondu à la première sonnerie. Fleur, Dieu merci. Nous devons parler de ta mère. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle menace de te poursuivre en justice. J'ai en fait ri. Me poursuivre pourquoi? Détresse émotionnelle. Elle a parlé à un avocat pour engager des poursuites judiciaires pour le traumatisme que tu as causé en excluant la famille de ton mariage. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Elle est sérieuse, Fleur. Elle dit à tout le monde que tu as détruit la famille et qu'elle va te faire payer légalement si tu n'acceptes pas une sorte de réconciliation. Quelque chose a changé en moi. J'avais joué sur la défensive tout ce temps, établissant des limites et me protégeant. Mais il continuait à pousser, à exiger, à essayer de s'immiscer de force dans une vie dont il m'avait exclu pendant des années. Il était temps de passer à l'offensive. Dis à maman que si elle veut engager des poursuites judiciaires, elle est la bienvenue pour essayer. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi d'abord. Quoi? J'ai besoin que tu réfléchisses aux 16 dernières années. Pense à chaque événement dont j'ai été exclu. Chaque fois que maman inventait des excuses pour lesquelles je ne pouvais pas assister. Chaque fois que papa restait silencieux pendant que j'étais mise à l'écart. Tu étais présente pour une partie de cela. Tu as questionné la situation lors de la fête de Sophie. Carole était silencieuse. Si maman veut aller en justice, je serai heureuse de fournir des preuves. J'ai conservé chaque SMS, chaque email, chaque message vocal. J'ai des témoins qui peuvent témoigner du schéma d'exclusion. J'ai une thérapeute qui peut parler de l'impact psychologique. Et je tais-toi, tante Carole, qui a directement confronté maman au sujet de mon exclusion. Fleur, je ne veux pas être entraînée là-dedans. Tu y es déjà. Tout le monde y est parce que maman a fait le choix d'utiliser les événements familiaux comme une arme et maintenant elle fait face aux conséquences. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas dire à maman que si elle engage des poursuites judiciaires, je contre-attaquerai pour détresse émotionnelle et harcèlement et que je gagnerai parce que j'ai réellement des preuves. Tu bluffes. Et c'est moi. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Dr Martel. Elle était en vacances mais a répondu en voyant mon nom. Fleur, tout va bien? J'ai besoin de documents sur nos séances concernant l'exclusion familiale. Quel niveau de détail peux-tu donner sans violer la confidentialité? Si tu signes une décharge,
je peux fournir un résumé professionnel des problèmes thérapeutiques que nous avons abordés, y compris les schémas de bouc émissaire familial et leur impact psychologique. Pourquoi? J'ai expliqué la situation. Dr Martel est restée silencieuse un long moment. J'aurai quelque chose de près lundi. Et Fleur, ce que tu fais, établir ses limites, c'est sain. Ne les laisse pas te convaincre du contraire. Ensuite, j'ai appelé un avocat. Maître Brice Leroy a été recommandé par un ami qui avait traversé une situation familiale compliquée. Je lui ai tout expliqué au téléphone et il m'a demandé de venir lundi matin. Apporte tous les documents que tu as. SMS, email, messages vocaux, tout ce qui montre le schéma d'exclusion. J'ai passé dimanche à organiser 16 ans de preuves. Capture d'écran de messages où j'étais non invité à des événements. Email inventant des excuses pour mon absence. Des messages vocaux de la récente campagne de ma mère, j'ai créé un document chronologique avec des dates, des événements et des exemples spécifiques d'exclusion. C'était accablant, exposé en noir et blanc, le schéma était indéniable. Lundi matin, j'étais assise dans le bureau de Brice et je le regardais tout examiner. Son expression est devenue de plus en plus sombre. C'est du harcèlement et des abus émotionnels typiques. Si ta mère essaie réellement de te poursuivre, son dossier sera rejeté immédiatement. Mais plus important encore, tu as des motifs pour des ordonnances de non-contact basées sur le harcèlement que tu as documenté au cours du dernier mois. Ordonnances de non-contact. Ils se sont présentés à ton domicile et à ton lieu de travail sans y être invités. Ils t'ont contacté des centaines de fois malgré ton désir clair de ne plus avoir de contact. Ils ont fait des menaces d'action en justice. Un juge accorderait absolument des ordonnances de non-contact temporaires, potentiellement permanentes, selon la manière dont ils réagissent. J'y ai réfléchi pendant environ 3 secondes. Fais-le. Brice a déposé les documents cet après-midi-là, des ordonnances de non-contact temporaire pour ma mère, mon père, Aurélien, Sophie et Théo. Tous les 5 avaient participé à la campagne de harcèlement, et tous les 5 avaient des preuves documentées contre eux. Les ordonnances ont été signifiées mercredi matin. J'étais au travail quand Brice a appelé pour confirmer. C'est fait. Ils ont tous été signifiés. Tu devrais t'attendre à une réaction. La réaction est arrivée dans l'heure. Tante Carole a appelé d'un numéro restreint. Fleur, qu'as-tu fait? Je me suis protégée. Ta mère est hystérique. Elle ne peut pas s'approcher à moins de 150 mètres de toi. C'est de la folie. Ce qui est fou, c'est qu'il a fallu une décision de justice pour qu'il respecte mes limites. Toute la famille prend parti. Tout le monde pense que tu es allé trop loin. Bien. Qu'il reste loin de moi aussi. Mon téléphone a commencé à sonner constamment. Numéro bloqué, appelants inconnus, SMS de cousins avec qui je n'avais pas parlé depuis l'enfance. Tout le monde avait une opinion sur la façon dont je déchirais la famille. J'ai éteint mon téléphone et je suis retourné au travail. Ce soir-là, Rémi et moi étions assis sur le balcon de notre appartement avec du vin et des plats à emporter chinois. Il avait été mon rock pendant tout cela, ne suggérant jamais que je devrais simplement céder ou faire la paix. Comment te sens-tu? A-t-il demandé. Plus légère. Comme si je portais ce poids depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de le déposer. Des regrets? J'y ai réfléchi honnêtement. Non, je leur ai donné des années pour me traiter comme une famille. Ils ont choisi de ne pas le faire. Je fais juste appliquer la limite qu'ils ont créée. Mon téléphone était toujours éteint, mais celui de Rémi a sonné vers 20 heures. Il a regardé l'afficheur et a froncé les sourcils. C'est ma mère. C'est bizarre. Elle envoie habituellement des textos. Il a répondu en mode haut-parleur. Salut, maman. Quoi de neuf, Rémi? Je viens de recevoir un appel téléphonique très étrange de la mère de Fleur. Mon estomac s'est affaissé. Bien sûr, ils avaient trouvé un moyen de contourner l'ordonnance de non-contact. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que Fleur avait des problèmes de santé mentale et qu'elle avait fait une dépression. Elle a prétendu que Fleur avait coupé les ponts avec toute la famille à cause d'illusions et qu'elle s'inquiétait pour le bien-être de Fleur. Elle a demandé si nous avions remarqué un comportement inquiétant. J'ai attrapé le téléphone. Linda, je suis là. Qu'a-t-elle dit exactement? Oh, bonjour, chérie.
Elle a fait sonner ça comme si tu étais en crise. Elle a dit que l'ordonnance de non-contact était la preuve que tu ne réfléchissais pas clairement et a demandé si nous pouvions te convaincre de te faire aider. La mâchoire de Rémi s'est serrée. Elle essaie de te manipuler. J'avais compris ça assez vite, a dit Linda. Je lui ai dit que tu semblais parfaitement en bonne santé et heureuse et qu'elle devrait peut-être respecter les limites légales qui avaient été établies. Puis j'ai raccroché. J'aurais pu pleurer. Merci de nous avoir appelés, bien sûr. Et chérie, d'après ce que Rémi m'a dit, tu fais exactement la bonne chose. Ne la laisse pas t'atteindre. Après avoir raccroché, Rémi a ouvert les documents d'ordonnance de non-contact. Peut-elle contacter ma famille? L'ordonnance stipule qu'elle ne peut pas me contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers. Laisse-moi envoyer un texto à Brice. Brice a répondu en quelques minutes. L'appel à Linda a violé l'ordonnance de non-contact. Il avait déposé des documents auprès du tribunal le matin. Cela pourrait entraîner sa condamnation pour outrage au tribunal. Son message disait « Veux-tu poursuivre ?» J'ai regardé mon téléphone pendant un long moment. C'était l'option nucléaire. Condamner ma mère pour outrage au tribunal signifierait des amendes, potentiellement même une peine de prison, selon le juge. Fais-le, ai-je tapé en retour. Rémi m'a serré la main. Tu es sûr? Elle a essayé de convaincre ta mère que j'étais mentalement instable. Elle essaie de m'isoler en retournant les gens contre moi. Il ne s'agit plus d'assister à un mariage. Il s'agit de contrôle. L'audience au tribunal était prévue 3 semaines plus tard. Brice m'a conseillé d'être prête à ce que ma famille se présente malgré les ordonnances de non-contact. Ils essaieront de parler pendant l'audience. Le juge les fera taire, mais ils essaieront. La salle d'audience ressemblait exactement à ce que l'on voit dans les séries télévisées avec des boiseries, des bancs inconfortables et cette odeur distincte de vieux papier et de cire à parquet. Je me suis assise à côté de Brice portant ma tenue la plus professionnelle. Rémi était assis derrière nous dans la galerie pour me soutenir moralement. Ma mère est arrivée avec son propre avocat, un homme d'âge moyen en costume coûteux qui semblait agacé d'être là. Elle ne pouvait pas me regarder directement à cause de l'endroit où l'huissier l'avait placé. Aurélien et Sophie se sont également présentés, assis à l'arrière. Mon père et Théo étaient notoirement absents. La juge, une femme d'une 60aine d'années nommée juge Patricia Lambert, a examiné les dossiers de l'affaire avec une expression qui ne révélait rien. Mademoiselle Fleur Dubois, vous avez demandé des ordonnances de non-contact permanentes contre Marguerite Dubois, David Dubois, Aurélien Dubois, Sophie Dubois-Leroy, et Théo Dubois sur la base de harcèlement et de violation des ordonnances temporaires. Madame Dubois, votre avocat peut présenter votre réponse. Son avocat s'est levé. Votre honneur, il s'agit clairement d'un différend familial qui a été exagéré. Madame Dubois et les autres membres de la famille sont préoccupés par le bien-être de leurs filles et sœurs et ont tenté de tendre la main avec sollicitude et amour. Le contact avec la belle-mère était simplement un parent inquiet tendant la main à un autre. La juge Lambert semblait peu impressionnée. L'ordonnance de non-contact temporaire interdisait spécifiquement tout contact par l'intermédiaire de tiers. Ce n'est pas ambigu. Votre honneur, si je peux. Ma mère a essayé de parler. Vous ne le pouvez pas, a interrompu la juge. Votre avocat parle pour vous. Brice s'est levé. Votre honneur, nous avons des preuves documentées de 16 ans d'abus émotionnels et d'exclusion suivies d'une campagne de harcèlement lorsque ma cliente a établi des limites. Le contact avec Madame Linda Foster n'était pas un incident isolé de préoccupation, mais plutôt une tentative de manipulation du système de soutien de ma cliente. Nous avons des centaines de tentatives de contact documentées de la part de plusieurs membres de la famille malgré des demandes claires de cesser. Il a présenté la chronologie que j'avais créée, les SMS, les messages vocaux, tout. La juge Lambert a tout examiné en silence. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre Aurélien se tortiller inconfortablement sur son siège derrière nous. Finalement, elle a levé les yeux. Madame Dubois, Monsieur Dubois, Monsieur Aurélien Dubois, Mademoiselle Sophie Dubois-Leroy, et Monsieur Théo Dubois, bien que je note que ces deux derniers ne sont pas présents. Je vais être très direct avec vous. Cette documentation montre un schéma clair d'exclusion suivi de harcèlement. Votre fille et sœur a le droit légal de déterminer qui fait et ne fait pas partie de sa vie. La tentative de contacter sa belle-mère avec des informations trompeuses sur la santé mentale est particulièrement préoccupante car elle semble conçue pour l'isoler et la discréditer.
L'avocat de ma mère a essayé d'interrompre. Votre honneur, je n'ai pas fini. La juge Lambert l'a coupé. J'accorde les ordonnances de non-contact permanente pour les 5 intimés. Madame Dubois, Monsieur Dubois, Monsieur Aurélien Dubois, Mademoiselle Sophie Dubois-Leroy, et Monsieur Théo Dubois. Vous n'êtes plus autorisé à avoir aucun contact direct ou indirect avec Fleur Dubois. Cela inclut par l'intermédiaire de membres de la famille, par l'intermédiaire d'amis, par l'intermédiaire des médias sociaux ou par tout autre moyen. Si l'un de vous viole ces ordonnances, vous serez arrêté. Comprenez-vous? Ma mère pleurait. C'est ma fille. Elle est une femme adulte qui a clairement communiqué ses limites. Ce tribunal reconnaît ses limites. Nous levons l'audience. Le marteau est tombé. J'ai quitté cette salle d'audience avec l'impression de pouvoir enfin respirer. Aurélien a essayé de s'approcher de nous dans le couloir, mais Rémi s'est placé entre nous. Ne le fais pas, Fleur. S'il te plaît. Cela détruit notre mère. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il avait 38 ans, prospère, marié avec 3 enfants que je connaissais à peine. Il n'a jamais pris ma défense, n'a jamais questionné mon exclusion, ne m'a jamais rien demandé personnellement. Ta mère s'est détruite en traitant son enfant comme une ordure pendant 16 ans. Je ne suis qu'un miroir qui lui montre les conséquences. Nous nous sommes éloignés. Derrière nous, j'ai entendu Sophie pleurer et ma mère dire quelque chose à propos de son bébé, sa plus jeune. Je ne me suis pas retourné. L'histoire s'est rapidement répandue dans la famille élargie. Tante Carole a appelé le téléphone de Rémi une dernière fois pour me dire que j'avais déchiré la famille et que tout le monde prenait parti. Bien, je lui ai dit. Les poubelles se débarrassent d'elles-mêmes. Elle n'a pas rappelé depuis. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est comment les retombées se répercuteraient dans d'autres domaines. Environ 2 semaines après l'audience, j'ai croisé Éléonore à l'épicerie. Elle était dans la section des produits frais, et j'ai brièvement envisagé de faire demi-tour avec mon caddie et de partir, mais quelque chose m'en a empêché. J'avais fini de fuir. Elle m'a vu avant que je puisse me décider. Son visage est passé par plusieurs émotions. Surprise, malaise, quelque chose qui ressemblait peut-être à de la culpabilité. Fleur. Éléonore. Nous sommes restés là maladroitement, tenant toutes les deux des bottes de choux frisés bio comme des armes. Elle a parlé la première. Aurélien est un désastre depuis l'audience. Il dort à peine. C'est malheureux, ai-je dit. Et je le pensais. Pas le genre sarcastique de malheureux, mais sincèrement triste que ça en soit arrivé là. Il veut que je te dise qu'il a beaucoup réfléchi à tout, à l'époque où tu étais plus jeune. J'ai attendu. Elle a continué. Il se souvient de plus de choses qu'il ne le laissait paraître. La réception de mariage à laquelle tu n'as pas assisté quand tu avais 18 ans. D'autres choses. Il a dit qu'il avait toujours pensé que ta mère était ridicule, mais il n'a jamais rien dit parce qu'il était plus facile de ne pas faire de vagues. Alors, il est désolé maintenant qu'il y ait des conséquences. Éléonore a tressailli. Il est désolé parce qu'il réalise ce qui s'est réellement passé. Mon thérapeute m'aide à le voir aussi. Nous allons en thérapie de couple depuis l'ordonnance de non-contact. Cela m'a surprise. Pourquoi thérapie de couple? Parce que j'ai aussi facilité les choses. Je n'ai jamais remis en question pourquoi tu n'étais pas aux événements familiaux. Je n'ai jamais contesté les excuses inventées par ta mère. Je l'ai juste accepté parce que c'était pratique. Elle a transféré son chou frisé dans son autre main. Je ne te demande pas de nous pardonner. Je te dis juste que certains d'entre nous voient enfin la vérité. Et ma mère? Voit-elle quelque chose? Le rire d'Éléonore était amer. Ta mère s'est convaincue qu'elle était la victime. Elle dit à tous ceux qui veulent bien l'entendre que tu as eu une sorte de rupture psychologique et que tu t'es retourné contre ta famille aimante. Elle a commencé à aller dans une autre église parce que les gens de l'ancienne posaient trop de questions. Nous sommes restés là encore un moment. Puis Éléonore a fait quelque chose d'inattendu. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une petite enveloppe. Ce sont des photos du mariage d'Aurélien, la réception à laquelle tu n'étais pas invité. Je les ai trouvées en rangeant de vieilles boîtes. Elle me les a tendues. Je pensais que tu pourrais les vouloir, pas pour la nostalgie, mais comme preuve au cas où tu aurais besoin de plus de preuves de ce qu'ils ont fait.
J'ai pris l'enveloppe, ne sachant que dire. À l'intérieur se trouvaient des douzaines de photos. Toute ma famille célébrait alors que j'étais seul à la maison mangeant des restes de pizza. Il y avait même une photo du plan de table. Mon nom n'y était pas. Merci, ai-je réussi à dire. Je ne demande rien en retour. J'avais juste besoin de faire quelque chose qui n'était pas complètement terrible. Elle a marqué une pause. Pour ce que ça vaut, ton mariage était magnifique. J'ai vu les photos que tes amis ont publiées. Tu avais l'air heureuse. J'étais. Je suis. Elle a hoché la tête et s'est éloignée, me laissant là avec la preuve de mon chagrin de 18 ans capturé dans des tirages brillants. Ce soir-là, j'ai montré les photos à Rémi. Il les a regardées en silence, son expression s'assombrissant à chaque image. Jésus, Fleur, tu n'étais qu'une gamine. Je sais. Comment ont-ils justifié cela pour eux-mêmes? Je ne pense pas qu'ils l'aient fait. Je pense qu'ils n'y ont tout simplement pas pensé du tout. Les photos sont allées dans le tiroir avec la lettre de mon père. Preuve d'un passé que j'étais toujours en train de traiter même en allant de l'avant. La surprise suivante est venue de Théo. Il ne pouvait pas appeler ou envoyer de SMS. L'ordonnance de non-contact l'en empêchait. Au lieu de cela, il a envoyé un paquet par l'intermédiaire de son avocat à mon lieu de travail, ce qui était légalement permis comme communication unique par les voies légales appropriées. À l'intérieur se trouvait un journal, le journal de Théo, apparemment de l'époque où il était à l'université. Un post-it sur la couverture disait, page 47. Je pense que tu devrais le savoir. C'est ma seule communication. Je ne te contacterai plus. J'ai ouvert la page 47. L'entrée était datée de décembre 2013, juste après Noël quand j'avais 21 ans. Fleur a demandé pourquoi elle ne pouvait pas venir au dîner de Noël la veille chez mamie. Maman a dit que c'était parce que la maison de mamie était trop petite et que quelqu'un devait rester. Mais la maison de mamie n'est pas petite. Nous étions 12 personnes et aurions pu en faire entrer plus. J'ai demandé à maman pourquoi Fleur spécifiquement devait être celle qui restait à la maison. Elle s'est fâchée et m'a dit d'arrêter de la questionner. Elle a dit que Fleur traversait une phase difficile et qu'il était préférable pour tout le monde qu'elle ne soit pas en présence de certains membres de la famille. Je ne comprends pas ce que cela signifie. Fleur n'est pas difficile. Elle est calme et elle dessine beaucoup. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Je pense que maman ne l'aime juste pas autant qu'elle aime le reste d'entre nous. Je ne sais pas pourquoi. Cela me fait me sentir coupable chaque fois que nous allons quelque part sans elle. Mais je ne dis rien parce que je ne veux pas que maman tous soit fâchée contre moi aussi. Le colis comprenait également une lettre envoyée par son avocat. Fleur, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je t'envoie ceci par les voies légales comme communication unique, et je ne violerai pas l'ordonnance de non-contact en te recontactant. Je pense que tu mérites de savoir qu'au moins un d'entre nous a remarqué ce qui se passait. J'ai remarqué, et je n'ai rien fait, ce qui fait peut-être de moi quelqu'un de pire que maman et Sophie, qui semblaient sincèrement inconscients de leur propre cruauté. J'ai choisi mon confort plutôt que ton bien-être à plusieurs reprises pendant des années. L'ordonnance de non-contact, l'audience au tribunal, tout cela. Cela m'a fait sortir ces vieux journaux et confronter ce que j'avais choisi d'oublier. Tu mérites mieux de la part de nous tous, mais surtout de ma part. J'étais assez âgé pour savoir mieux et trop lâche pour faire mieux. J'espère que tu es heureuse maintenant. Je le pense sincèrement. Théo. Rémi m'a trouvé en train de pleurer sur le canapé quand il est rentré du travail, le journal ouvert sur mes genoux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai montré. Il a lu plusieurs passages, puis a posé soigneusement le journal. Comment te sens-tu? Je ne sais pas. Validé, en colère, triste, tout ça à la fois. C'est juste. Il connaissait Rémi depuis des années, il savait que c'était mal et il l'a laissé se produire. Oui. Une partie de moi veut lui répondre et lui dire que ça va, que je comprends qu'il était jeune et effrayé, mais ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Non, a dit doucement Rémi. Ça ne l'est pas. Et tu ne lui dois pas l'absolution juste parce qu'il se sent enfin coupable. Le journal a rejoint les photos dans le tiroir. Preuve d'une famille qui m'a laissé tomber en temps réel avec des témoins qui ont choisi le silence. Cela fait 4 mois que le mariage est passé maintenant. Rémi et moi nous sommes installés magnifiquement dans la vie de mariés.
Nous organisons des dîners avec sa famille toutes les 2 semaines. Mes amis du club de lecture m'organisent des brunchs surprises. Mes collègues sont devenus de vrais amis, des gens qui sont là et qui se soutiennent mutuellement. J'ai construit la famille que j'ai toujours voulu, juste pas avec les personnes avec qui je partage mon ADN. La semaine dernière, mon avocat m'a appelé. L'avocat de Théo l'avait contacté avec une requête. Mon père voulait m'envoyer une lettre, mais compte tenu de l'ordonnance de non-contact, il avait besoin de mon autorisation écrite explicite pour le faire sans violer l'ordonnance du tribunal. J'y ai réfléchi pendant 2 jours. Finalement, j'ai dit à Brice de l'autoriser. Une lettre, c'était tout. Elle est arrivée une semaine plus tard, écrite de mon écriture soignée de père. Fleur, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. J'aurais dû te protéger. Je ne comprenais pas ce que ta mère faisait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et à ce moment-là, je ne savais pas comment arranger les choses. Je ne demande pas le pardon ou le contact. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant et je suis désolé. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai mise dans le tiroir avec le journal de Théo et les photos du mariage d'Aurélien et je suis retourné préparer le dîner avec mon mari. Peut-être que je répondrai un jour. Peut-être que non. Le fait est que c'est mon choix maintenant. J'ai arrêté de consulter les réseaux sociaux pour des nouvelles de ma famille. J'ai bloqué des numéros et filtré des emails. J'ai créé une vie où leur présence n'est pas une blessure constante. Mon thérapeute dit que je m'épanouis. La mère de Rémi dit que j'ai bonne mine. Mes amis disent que j'ai l'air plus heureuse qu'ils ne m'ont jamais vu. Je le suis. La morale de cette histoire n'est pas que couper les ponts avec la famille est toujours la solution. Ces petits rires que vous apprenez aux gens comment vous traiter. Et parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner des personnes qui refusent d'apprendre. J'ai passé des années à croire que j'étais le problème. Que si seulement je pouvais être meilleure ou différente ou plus utile, ils me voudraient autour d'eux. La vérité est qu'il n'y a jamais rien eu de mal avec moi. Le problème était que j'ai continué d'essayer de forcer des gens à m'aimer qui avaient déjà décidé que je ne valais pas l'effort. Alors, j'ai trouvé des gens qui pensaient que j'en valais la peine. J'ai épousé un homme qui pense que je suis extraordinaire. J'ai des amis qui sont là sans qu'on leur demande. J'ai des beaux-parents qui me considèrent comme une fille. Et quelque part de l'autre côté de la ville, ma famille biologique parle probablement encore de la façon dont j'ai tout ruiné en établissant des limites. Laissez-les parler. Je suis trop occupé à être heureuse pour m'en soucier. Le seul appel que j'ai passé à cet avocat n'a pas seulement mis fin au harcèlement. Il a mis fin au cycle. Il a mis fin aux années où je me demandais ce que j'avais fait de mal et comment je pouvais réparer les choses. Il a mis fin à l'espoir qu'il me choisirait peut-être un jour. Et en mettant fin à tout cela, il m'a donné l'espace pour construire quelque chose de mieux. Je ne regrette pas le mariage auquel il n'était pas invité. Je ne regrette pas l'ordonnance de non-contact. Je ne regrette rien de tout cela parce que pour la première fois de ma vie, je suis exactement là où je suis censé être, entouré de personnes qui veulent réellement ma présence. Et cela vaut plus que n'importe quelle réunion de famille ne pourrait jamais l'être.